Mes élèves m'ont-ils donc élevé? J'estime résolument que non. D'ailleurs, je m'en réjouis. Pour eux comme pour moi. Je ne cède pas à ce verdict négatif par refus de la démagogie, je suis mon péché mignon. Mais parce qu'ayant enseigné la philosophie pendant 37 ans, j'en tire ceci. D'abord, bien sûr, un disciple ne peut en aucun cas élever son maître, puisqu'un guide surpassé ne serait plus guide. Du tout. Et pas davantage un serviteur, puisque l'obéissance loyale n'est pas faite pour éclairer son bénéficiaire. Non mais justement, j'ai été un maître sans disciple, ni serviteur. D'une part, trop désorienté moi-même pour espérer guider quiconque. D'autre part, disposant de trop peu d'autorité pour donner la moindre part du début de l'idée à quelqu'un de s'y soumettre. Ah mais j'ai bien eu des élèves par milliers. Et la question que je me pose est donc plutôt celle-ci. Y a-t-il des vertus propres aux élèves comme telles, susceptibles de m'avoir impressionné, favorablement ébahi, bref, enseigner quelque chose de l'existence ou de la condition humaine? Un élève, on le sait, remplit assez sa fonction quand il résiste aux trois grandes et constantes tentations, alors du chahut, de la triche et de la frime. Bon, je laisse l'absentéisme qui écarte de lui-même le problème qu'il pose. Y a-t-il dans ces trois grands efforts des idées ou des sentiments qui, comme tels, le feraient grandir? Non. La discipline que, dans mon cas, par miracle, l'on récolte, et sans grand mérite ni originalité, quand les élèves globalement me toléraient, restaient assis malgré l'ennui, ne contestaient pas trop la notation arbitraire, modérée même pour les travées voisines, leurs caresses de grivoiserie furtive, ne falsifiaient pas trop ouvertement leurs mots d'excuse ou voulaient bien ne s'insulter qu'à voix basse. Me donnait-il pour autant l'occasion de les admirer? Non. Je n'ai eu aucun mal par ailleurs à saluer et louer nombre de mes élèves, mais voilà le fait. Pas bien sûr comme élèves. Celles et ceux qui m'ont impressionné par leur talent, leur utile assurance, leur singulière virtuosité, leur tranchante intelligence, leur magnifique esprit, leur extra-lucide générosité, l'ont fait, bien sûr, comme jeunes humains, non du tout comme élèves. Pour dire les choses comme elles sont, les élèves, poètes, artistes, logiciens, spéculatifs, érudits, spirituels, etc., le sont toujours par ailleurs, par-dessus le marché, et ils deviennent aussitôt des égaux. Des sortes d'aventuriers complices, des collègues d'absolu. Comme tels, on ne pourrait plus les juger, les noter. On aurait honte de notre estrade. On admire donc bien plutôt en eux la personne qui résiste à son statut d'élève, qui sait ne pas seulement se développer en équipe et cadence. Chaque jour de rentrée ainsi, mais même cocasses et fastidieuses petites questions pour constituer les fiches d'élèves. Qu'attend de vous votre meilleur ami? Le sens de la vie est-il l'amour pour ce qui vient après nous? Où est-on quand on pense? Si l'on désire toujours vivre, veut-on pour autant vivre toujours? Signifiait une seule chose. Aidez-moi, sondez toutes vos ressources d'objectivité, car nous en aurons besoin. Le tout venant de votre esprit n'importera pas plus ici que celui du mien. Élevons-nous en cette magnifique occasion annuelle de n'avoir qu'à penser. Il y a, en réalité, dans l'élève d'un cours de philosophie, hors le courage de l'intelligence, deux autres qualités capables d'émouvoir, nourrir et édifier en retour son maître. Ce sont la confiance et l'humour. L'élève fait en effet confiance dès qu'il constate que même un maître humainement médiocre a pu survivre
à la vertigineuse profondeur des penseurs qui l'enseignent. Qu'on puisse de Wittgenstein ou Heidegger se montrer cette sorte de rescapé souriant, ça inspire confiance. Et le maître est en retour non pas certes flatté, mais conforté, contenté. Car c'est un ami de la raison resté à peu près debout dans son combat qu'il est heureux de véridiquement apparaître. L'humour de l'élève, enfin, et même incisif et peu parable, l'enivrante et pure gratification du maître. L'un d'eux, un jour. On écoute en cours, monsieur, bien plus ce que vous devriez dire que ce que vous dites. Vos corrections devraient faire de même en nous lisant. Un autre, devant mon incongru bégaiement. Avec vous, Démosthène a choisi en bouche les meilleurs cailloux, les concepts. Un élève qui arrivait régulièrement en retard et qui, ce jour-là, avait porté des talons ferrés, m'avait lancé. J'ai enfin trouvé comment littéralement saboter votre cours. Un autre, commentant ma manie claustrophobe d'ouvrir les fenêtres. Ne brassiez-vous donc pas déjà suffisamment d'air, encore, face à ma remarquable placidité face à leurs excès? Ça a l'air de tellement s'attraper en vous, entre Épictète et Épicure, Spinoza et Pascal, ou Comte et Kierkegaard, qu'il ne reste plus le moindre créneau d'énergie pour nous engueuler. L'humour, c'est l'esprit progressant infailliblement à cloche-pied. Cloche-pied. C'est l'inconnu aussi. C'est l'inconnu aussi. Élevant par principe inattendu, sa voix. C'est le suffisant et contagieux décalage d'avec soi qui rétablit la raison au centre et relance un jeu de la vie purifiée d'autant. Bien sûr, je n'ai pas seulement aimé la bravoure intellectuelle, la généreuse confiance et le prospère humour de mes élèves. J'ai aimé toute leur vie de pensée et m'en suis passionnément inspiré. Payé grassement pour organiser leur rencontre avec Aristote, Thomas d'Aquin, Kant, Schopenhauer, Bergson et Serre, puisque pur caméléon culturel, je ne sais être que ce que je fais comprendre. J'ai pu, en tout cas, n'asservir personne. Une propagande de toutes les couleurs n'en hisse aucune. Et Arlequin a adoré, je l'avoue, ces finauds de Zouaille. Et voilà aussi l'occasion de remercier, bouleverser, les innombrables qui m'auront doublé en battant des mains.